Dans cette vidéo, on va voir comment jouer au Monopoly dans la vraie vie. Mais je vais vous dire, dans mon métier principal de médecin généraliste, au cours des 8 dernières années, j'ai discuté avec des milliers de personnes, parfois de sujets intimes, et je vais vous dire un truc, la réussite, elle n'est pas si personnelle que ça. Les gens de 70 ans malheureux que j'ai rencontrés, ils le sont souvent pour les mêmes raisons, et les gens pleins de réussite, peu importe le domaine, que ce soit personnel, amoureux, familial, relationnel, social, le sont souvent aussi pour les mêmes raisons, et notamment parce qu'elles ont franchi toutes les cases de ce Monopoly, un ensemble d'une trentaine de cases qu'on va traverser de A à Z, et ça parce que pour gagner au jeu de la vie, j'en suis sûr, le point de départ, c'est de bien connaître les règles et les différents itinéraires qui s'offrent à vous. Alors avec mon équipe, on a mis de nombreuses heures à créer ce plateau, à réfléchir, à le conceptualiser, à faire en sorte qu'il soit le plus concret possible pour que vous puissiez l'utiliser dans votre quotidien, et on vous serait énormément reconnaissant de mettre un like juste en dessous de cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, dans l'idée de montrer à YouTube qu'il s'agit d'une vidéo de qualité qui a été travaillée soigneusement. Bref, je vous en dis pas plus, commençons tout de suite par la première case, prendre conscience que nous sommes tous joueurs dans le jeu. Alors, petite nuance ici, tout le monde est joueur dans ce grand Monopoly, vous allez le comprendre, mais tout le monde ne veut pas jouer. Il y a certaines personnes qui vont prendre conscience de ça assez jeunes, que ce soit à l'adolescence ou même à la vingtaine, et il y en a certains qui ont 40, 50, 60 ans et qui n'ont toujours pas compris que ce jeu existait. Et alors au-delà de ça, il y en a certaines qui ont compris que le jeu existait mais qui ne veulent pas jouer à l'intérieur. J'ai l'exemple d'une personne en tête, assez proche de moi, qui aurait toutes les cartes en main pour réussir de manière brillante dans ce Monopoly, bien cortiquer une bonne organisation, super motivée, de bons effets de levier sur le plan professionnel, mais que ça n'intéresse pas du tout. La notion même de réussite dans ce Monopoly n'est pas du tout ce que cette personne a envie d'entreprendre, malgré qu'elle sache que c'est ce que la plupart des gens veulent. Et à l'inverse, il y a des gens, c'est peut-être votre cas, quand ils voient des mecs comme Xavier Niel, qui créent des forfaits de téléphone accessibles, comme Éric Larchevêque, qui achète un domaine pour former les entrepreneurs de demain, ou encore comme Bill Gates, qui finance la majorité du traitement international contre la poliomyélite, et ben ils se disent, putain, c'est ça que je veux faire. Et il y a une sorte d'inspiration un peu inconsciente, et il est fort probable que vous ayez déjà entendu parler de ces personnes, et il est même aussi fort probable que comme vous êtes abonné à cette chaîne YouTube et que vous regardez cette vidéo, ce soit des modèles de réussite qui ne soient pas exactement celui que vous vouliez atteindre, mais le résultat que ces gens ont réussi à avoir est forcément quelque chose qui vous inspire et en tout cas qui force le respect. Si c'est votre cas, bonne nouvelle, vous êtes sur la bonne vidéo. Case numéro 2, comprendre ou apprendre les règles de base. Ça va de soi, mais quand on veut jouer à un jeu, il faut connaître les règles. Et les règles de ce grand Monopoly de la vie, il y en a plein, mais si on devait résumer, il y en a 4 principales qui me viennent à l'esprit. En tout cas, 4 essentiels qu'il faut absolument que vous compreniez à cette étape de la vidéo. Première règle, la différence entre un actif et un passif. Alors, cette idée a été énormément développée dans le très célèbre livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. La différence entre quelqu'un qui dépense son capital pour acheter des passifs et quelqu'un qui les dépense pour acheter des actifs. Un actif, c'est un objet que vous allez acheter, quelque chose. Alors, ça peut être une maison, ça peut être une voiture de collection ou encore une action de votre entreprise qui va prendre de la valeur au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que si on part aujourd'hui d'un point A pour aller à un point B et que vous placez tout ça sur un tableau, au point B, la valeur doit être supérieure à la valeur de départ. Et alors, à ce moment-là, on parlera bien d'un actif. Quelque chose qui rapporte de l'argent ou à minima qui prend de la valeur, qui s'apprécie au travers du temps. À l'inverse, d'aller acheter le dernier frigo américain toute option chez Boulanger, de faire un petit crédit pour partir en vacances, ou même d'acheter la dernière Mercedes toute option qui vient de sortir, tout ça, en fait, ce sont des passifs. C'est-à-dire que vous dépensez de l'argent dans un objet qui petit à petit au fur et à mesure du temps, et ça de manière prédictive, vous le savez exactement au moment où vous allez acheter, va perdre de l'argent et va se déprécier avec le temps. Quasiment n'importe quelle voiture que vous allez acheter, hormis certaines Porsche, certaines voitures de collection, etc., à partir du moment où vous l'achetez, vous la revendez un an plus tard, elle vaut moins d'argent parce qu'elle s'est usée, etc., etc. Et c'est la même chose pour un frigo, c'est la même chose pour une télé. En fait, c'est la même chose pour la majeure partie des choses auxquelles on consomme au quotidien. Et l'un des secrets des personnes qui gagnent ce Monopoly, c'est qu'elles accumulent des actifs et non des passifs. En tout cas, elles les limitent le plus possible. Règle numéro 2, la formule de base de l'investissement. Elle peut paraître assez simple comme ça, mais la plupart des gens ne la comprennent pas. C'est la suivante. P est égal à R petit e multiplié par grand R multiplié par
T. Ce qui veut dire que votre patrimoine, c'est égal à vos revenus épargnés multipliés par le rendement auquel vous êtes capable de placer ce revenu multiplié par le temps pendant lequel vous êtes capable de maintenir ce rendement. Alors peut-être que ça vous rappelle les cours de maths du collège, j'en sais rien, mais en tout cas, si on décompose un peu la formule, vos revenus épargnés, c'est bien la différence qu'il y a entre ce qui rentre et ce qui sort. Et c'est vraiment le distinguo entre les deux qui va définir quel est le montant d'argent que vous avez mis de côté tous les mois, ce même montant que vous pouvez investir dans des actifs comme on l'a vu précédemment, multiplié par le rendement, c'est-à-dire à quel pourcentage, à quel taux vous allez réussir à faire apprécier le capital que vous avez. Admettons par exemple que vous décidiez d'acheter une action LVMH, je dis n'importe quoi, Louis Vuitton. Eh bien si cette action vous l'achetez à 100 € et que à la fin de l'année elle en vaut 110, le distinguo entre les deux fait que votre action et donc le rendement que vous avez obtenu en achetant cette action est égal à 10% par an. Ce qui veut dire que si vous aviez mis 1000 €, ça vous aurait porté 100 €, 10% de 1000, etc., etc., etc. Et ça, on peut faire la même chose avec pourquoi pas une maison, c'est exactement pareil, mais aussi des obligations, des bons du trésor, etc., etc. Et enfin, dernière triptyque, le temps qui est peut-être la variable la plus importante de cette formule parce que plus vous commencerez tôt, plus vous gagnerez tôt. Et c'est un peu logique, à partir du moment où on commence à épargner son revenu, où on commence à le placer, les 10%, ils s'accumulent chaque année. Et du coup, plus vous avez un nombre d'années important où vous placez votre capital, plus forcément la valeur de votre patrimoine va augmenter en conséquence. Le secret du secret du secret, c'est donc d'avoir le maximum de revenus épargnés et pour ça de gagner le plus possible et de dépenser le moins possible, de placer ce revenu épargné au rendement le plus important possible. Alors on parle de 10%, mais on peut faire du 20%, du 30%, du 40%, du 50%, voire même plus que ça avec l'immobilier à effet de levier par exemple, en sachant toujours que la contrebalance de ce rendement, c'est le risque, puisque le but du jeu, c'est pas de faire 10% pendant un an, mais c'est de le faire pendant 10 ans et de minimiser le risque de perdre et donc de transformer un actif en passif et de faire ça le plus tôt possible pour avoir le plus grand nombre d'années pendant laquelle vous allez créer du patrimoine. Troisième règle essentielle de base du Monopoly, la loi de l'offre et de la demande ainsi que la notion directement reliée de grand supermarché mondial. Vous avez maintenant compris qu'on peut acheter des actifs et des passifs et que le secret, c'est bien évidemment d'accumuler des actifs puisque ces derniers vont vous rapporter de l'argent automatiquement, quelque part on pourrait dire pour vous remercier de les avoir achetés. Peu importe la forme, un loyer pour un appartement, un dividende pour une action à dividende, etc., etc. Maintenant, imaginez qu'en fait, tout le monde a accès à ce grand Monopoly et tout le monde joue sur ce grand plateau qui est international. Alors, la valeur à laquelle vous allez pouvoir acheter un actif, elle va être drivée par une loi économique de base qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. L'offre, c'est le volume d'actifs qui est disponible, c'est le volume de quelque chose qui est disponible. Par exemple, c'est la quantité de logements disponibles à acheter sur le marché dans une ville précise à un moment précis, puisque l'offre, elle est bien évidemment contextuelle et temporelle, tout comme la demande. Plus l'offre pour un actif est importante, plus le prix va avoir tendance à partir vers le sud, vers la baisse. Puisque plus il y a d'appartements disponibles à acheter, plus la compétitivité entre tous les vendeurs est importante, plus ils vont avoir tendance à baisser leur prix. À l'inverse, pour ce qui est de la demande, c'est le volume de personnes qui souhaitent acheter un logement et non pas qui souhaitent le vendre. Plus la quantité de personnes est importante qui veulent acheter un logement et donc plus la demande pour l'achat de logement est importante, plus les prix vont être drivés vers la hausse. Plus il y a de personnes qui veulent acheter votre produit, plus vous pourrez le vendre cher. C'est un peu un effet mathématique. Donc, plus l'offre est importante, plus le prix part à la baisse, plus l'offre est faible et donc que le produit est rare, plus le prix partira à la hausse. De l'autre côté, plus la demande est importante, plus le prix partira vers la hausse, puisqu'il y a beaucoup de gens qui veulent acheter votre produit. A l'inverse, plus la demande est faible, plus le prix partira vers la baisse, puisque comme il y a peu de personnes qui en veulent, on est obligé de baisser un petit peu le prix pour arriver à le vendre. En fait, tout ce qui est un appartement, une action, une obligation, de l'or, une montre de collection, une voiture de collection, une œuvre d'art, toutes ces catégories d'actifs répondent à la loi de l'offre et de la demande qui est internationale. Et donc par exemple, si vous souhaitez investir en bourse sur les marchés financiers, le prix d'un actif que vous allez payer dans votre banque ou chez votre broker, peu importe le nom, va être drivé par cette offre-là où tout le monde a accès. Et donc c'est beaucoup plus difficile de quantifier, d'apprécier, de se rendre compte de l'offre et de la demande.
Mais retenez que par rapport au prix, ça va vous donner une bonne indication. Plus il y a de gens qui rentrent dans ce supermarché pour acheter une action Louis Vuitton par exemple, et bien plus la valeur d'une action Louis Vuitton va augmenter. Et donc si vous en possédez déjà dans votre portefeuille, plus votre portefeuille va prendre de la valeur, s'apprécier au fur et à mesure du temps. À l'inverse, s'il y a plein de gens qui rentrent dans ce supermarché et qui vendent leurs actions Louis Vuitton, qui les remettent sur le grand étalage, eh bien le volume d'actions Louis Vuitton disponible va lui augmenter et donc l'offre va devenir de plus en plus importante. Tout ça va faire baisser le prix moyen d'une action Louis Vuitton. Entraînez-vous un petit peu à faire de la gymnastique mentale avec ces notions d'offre et de demande, essayez de les appliquer à pas mal de domaines de votre vie et vous verrez qu'après on s'y fait très vite. Enfin, quatrième règle indispensable du Monopoly, qui est peut-être la plus importante, c'est la règle gagnante, celle qui dit que les gens qui gagnent dans le Monopoly, en fin de compte, et vous allez le comprendre au fur et à mesure qu'on avance dans les cases, ils n'ont pas d'argent, ils ont des actifs. La plupart des gens dans la vie qui ont un problème d'argent, c'est parce qu'ils pensent que l'argent est un stock et non un flux. Mais l'argent, c'est pas un stock, c'est pas quelque chose que vous pouvez stocker sur votre matelas, notamment en plus parce qu'avec l'inflation, 100 € que vous avez sur votre compte bancaire aujourd'hui et 10% d'inflation fait qu'ils ne valent plus que 90 l'année d'après. Et ça, c'est tout l'inverse de ce qu'on cherche à faire quand on veut se créer un patrimoine, notamment pour gagner ce Monopoly, comme vous allez le voir. Le secret du secret du secret, c'est donc d'acheter des actifs avec l'argent que vous avez gagné et d'acheter des actifs soigneusement, intelligemment, afin qu'ils prennent de la valeur au fur et à mesure du temps et qu'ils vous rapportent de l'argent de manière automatique, que ce soit encore une fois les loyers de votre appartement, les dividendes d'une action en bourse, les coupons d'une obligation d'État, peu importe. C'est vraiment le truc que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo. Ne stockez pas votre argent, achetez des actifs et à la limite stockez des actifs, même si on verra qu'il faut être assez flexible avec des processus d'arbitrage réguliers, etc. Mais dans la grande majorité des cas, vous serez beaucoup plus riche en achetant des actifs qu'en stockant de l'argent. Case numéro 3, découvrir les rayonnages du grand supermarché. Cette fois-ci, j'ai mis mon tableau en format vertical pour qu'on puisse voir ensemble les différentes catégories d'actifs auxquelles vous avez accès. Vous allez me dire, ok Tim, c'est bien beau, tu nous as dit qu'il fallait acheter des actifs, pas stocker de l'argent, mais grosso modo, qu'est-ce que je peux acheter? Quelles sont les grandes familles? Il y a deux principales familles d'actifs que vous pouvez acheter. Numéro 1, on va avoir ce qu'on appelle les valeurs immobilières, avec de l'autre côté ce qu'on va appeler les valeurs mobilières. Un petit peu comme leur nom l'indique, les valeurs immobilières sont des choses qui sont immobiles et qui regroupent notamment en grande partie l'immobilier, même si vous allez voir qu'il y a plusieurs sous-catégories là-dedans. Et les valeurs mobilières sont des choses qui sont mobiles, qui peuvent s'échanger de la main à la main. On pensera à des actions, des obligations, vous allez le voir un peu plus tard. Si on détaille ce qu'il y a à l'intérieur des valeurs immobilières, on en a principalement ici deux sous-familles de la sous-famille. On a ce qu'on appelle d'un côté la pierre-papier et on a de l'autre côté ce qu'on appelle l'immobilier physique. La pierre-papier va consister au fait d'acheter des valeurs immobilières, comme on l'a vu précédemment, mais sans avoir à acheter directement un appartement ou un local commercial. Et ça va donc regrouper ce qu'on appelle les parts de SCPI, les parts d'OPCI et également l'investissement dans les REITs, qui sont une catégorie d'actifs un peu à la croisée des mondes avec ce qu'on va voir de l'autre côté, puisque acheter des REITs revient à acheter des actions. Et des actions, c'est bien des valeurs mobilières. Néanmoins, il s'agit encore une fois d'immobilier. Si vous allez dans votre banque, dans n'importe quelle banque, et que vous demandez à votre conseiller d'acheter des SCPI ou des OPCI, c'est un produit sur lequel énormément de personnes se battent pour les vendre. Ce sont de grosses sociétés qui ne sont pas cotées en bourse et qui vont, elles, acheter de l'immobilier, mais dans un grand volume. Elles vont acheter 100 millions, 200 millions, 300 millions d'euros par an d'immobilier grâce à la souscription de différents investisseurs qui, eux, vont prendre des parts de SCPI en sachant que les revenus de vos SCPI et de vos OPCI sont bien des revenus qui seront imposés dans le cadre des valeurs immobilières. Les REITs, c'est un petit peu différent puisque ce sont encore une fois de grosses sociétés qui font de l'immobilier et auxquelles vous pouvez participer, mais les REITs sont des sociétés qui sont cotées en bourse. Vous allez donc non plus acheter de l'immobilier, mais acheter des actions d'une entreprise qui fait des acquisitions immobilières et donc c'est pour ça que je vous disais que c'était à la croisée des mondes avec les valeurs mobilières, notamment les actions qu'on verra juste après. Néanmoins, en achetant des REITs, on s'expose bien au marché des valeurs immobilières. Alors vous allez me dire, ok Tim, c'est super, j'ai compris que l'immobilier physique, a priori, c'est moi qui l'achète, la pierre papier, c'est pas moi qui achète, mais j'achète des participations d'une entreprise qui fait de l'immobilier. Pourquoi l'un plus que l'autre? En fait,
Le gros avantage de la pierre papier, et si le sujet vous intéresse, je vous ferai une vidéo complète dessus, c'est que vous n'avez pas besoin de trouver le bien, vous n'avez pas besoin de financer le bien, vous n'avez pas besoin de gérer le bien. Tout est délégué par la société duquel vous allez prendre des participations et ça permet donc, depuis votre ordinateur ou avec votre conseiller bancaire, de vous exposer à des marchés immobiliers très différents auxquels vous n'auriez pas du tout accès. Vous pouvez, en investissant dans certaines SCPI, avoir des parts du centre commercial de la Part-Dieu à Lyon, des galeries Lafayette à Paris, etc. etc. En achetant des REITs, c'est encore plus démultiplié puisqu'en achetant une part d'une REITs qui évolue sur le marché américain, vous allez donc acheter quelque part une exposition au marché de l'immobilier de Atlanta, de Chicago, de New York ou même asiatique. Des REITs, vous pouvez en acheter partout dans le monde depuis votre plateforme d'investissement. Par contre, il faut que vous sachiez que la rentabilité pour ces placements-là ne permet pas de faire un effet de levier. C'est-à-dire que si vous avez 10 000 euros à investir, vous aurez 10 000 euros placés à 5% dans une SCPI. Ça vous rapportera 5% de 10 000, ce qui fait donc 500 euros. On est d'accord. Le gros avantage de cette deuxième catégorie, qui est l'immobilier physique, c'est que vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle un effet de levier. Vous avez 10 000, vous allez dans une banque, vous empruntez 100 000 et ces 100 000, vous les placez à 10% en achetant un ou deux appartements, deux studios en province par exemple. Ces appartements qui vont vous rapporter des loyers avec lesquels vous allez rembourser du capital, vous allez payer vos impôts, vos taxes, tout ça, avoir un petit bout de cash flow et si vous les placez à 10%, 10% de 100 000, ça fait 10 000 par an. Ce qui veut dire que vous avez mis 10 000 sur la table et ça vous rapporte 10 000 par an. 10 000 sur 10 000, ça fera toujours 1. Donc, ce qui veut dire qu'avec l'immobilier physique, on peut multiplier par 2, par 3, par 4, par 5 son taux de rentabilité sur le capital investi par rapport à un placement de type REITs. D'ailleurs, si le sujet de l'immobilier physique vous intéresse, vous trouverez dans le lien de cette vidéo une masterclass entièrement gratuite que j'ai créée destinée à l'immobilier physique à effet de levier. N'hésitez pas à aller checker, c'est ultra complet et ça vous apprendra forcément des choses, j'en suis sûr. Dans l'immobilier physique, on a plusieurs catégories. On a tout d'abord ce qu'on appelle le résidentiel. On a ensuite l'ensemble de ce qu'on appellera le commercial, qui est regroupé par l'ensemble des locaux commerciaux. On a ensuite les locaux d'entreprise, également appelés locaux professionnels. On a les locaux industriels et logistiques. Et enfin, on a la grande catégorie très convoitée par certains joueurs de foot en ce moment, des terrains. Et dans les terrains, on va avoir les terrains forestiers, les terrains agricoles, les terrains viticoles, etc. etc. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail dans cette catégorie. Retenez que pour débuter, dans la grande majorité des cas, vous commencerez par le résidentiel en achetant un studio, un T2, un T3, un appartement. Et qu'au fur et à mesure de votre parcours, vous verrez qu'en évoluant, vous vous déporterez un petit peu sur du commercial, sur de l'entreprise, sur l'industriel, du locaux d'activité ou pourquoi pas même sur du terrain si le cœur vous en dit. Passons maintenant aux valeurs mobilières que vous allez pouvoir acheter depuis votre plateforme d'investissement avec votre compte en banque en quelques clics sur Internet. On a la première grande catégorie qui va regrouper les actions. Les actions, ce sont des parts du capital social d'une entreprise et chaque action qui est cotée en bourse ouvre du coup son capital à n'importe quel investisseur à travers le monde. Autant un fonds d'investissement privé qui gère des milliards de dollars que vous qui avez 100 euros sur votre compte en banque, c'est exactement la même chose. Dans les actions, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a plusieurs types d'actions en fonction de leur localisation. On a les actions américaines, les actions européennes, les actions asiatiques ou des pays émergents. On classe également les actions en fonction de leur évolution sur les marchés, notamment de leur volatilité. On a ce qu'on va appeler les piliers économiques, on a ce qu'on va appeler les valeurs de croissance qui réinvestissent leurs bénéfices dans de la croissance et non pas dans des dividendes. On va avoir les actions à dividendes, etc., etc. Et enfin, on peut encore classer les actions par secteur de marché. On a les actions du luxe, on a les actions de l'industrie, on a les actions du commerce de détail, bref, vous avez compris. À côté des actions, on a également ce qu'on va appeler les obligations. Une obligation, c'est un coupon, c'est une part de propriété de la dette d'un État ou d'une entreprise. En fait, quand une banque va vous prêter de l'argent pour investir dans l'immobilier, comme on l'a vu tout à l'heure, quelque part, elle vous fait un prêt, c'est un petit peu comme si elle émettait des obligations. Sauf qu'ici, il s'agit d'un vrai prêt, mais une obligation, c'est un concept très similaire dans lequel vous, en tant que particulier, vous pouvez prêter de l'argent à l'État américain, à l'État français, à l'État européen, peu importe. Et en échange, vous allez avoir un taux de rentabilité sur les obligations dans lesquelles vous avez souscrit, qui peut être versé soit in fine, c'est-à-dire le jour où vous
revendrez votre obligation ou alors sous forme de coupon mensuellement petit à petit. De la même façon que la banque, vous allez lui payer des intérêts tous les mois, et bien les obligations vont vous verser des coupons tous les mois. C'est une catégorie d'actifs sur laquelle certains investisseurs adorent aller, notamment pour une notion de sécurité. C'est des valeurs, si vous sélectionnez les bonnes obligations. À l'époque, les obligations allemandes étaient très réputées. Les premières formations que j'ai faites sur le domaine nous disaient il faut acheter de l'obligation allemande parce que c'est quelque chose de très sécu, très safe, etc. C'est des choses qui ont tendance évidemment à évoluer en fonction de tout un tas de marqueurs économiques, mais retenez que les obligations, c'est prêter de l'argent à quelqu'un, c'est une part de dette. Dans les valeurs mobilières, on va également avoir quelque chose que vous connaissez, les matières premières, avec en chef de file l'or qui fait partie des plus connus, dans laquelle on pourrait mettre encore deux catégories avec l'or physique et l'or en bon de souscription. Mais on a également le cuivre, le zinc, le palladium, le pétrole, il y en a plein et vous pouvez tout à fait acheter des stocks de ces matières premières directement depuis votre ordinateur, mais vous pouvez aussi acheter de l'or physique, le stocker dans un coffre-fort chez vous, le stocker en Suisse dans un coffre-fort, enfin bref, tout est possible. Alors maintenant, des choses qui sont venues se surrajouter à ce grand marché-là, qui sont un peu des, on va dire, des catégories annexes. Une autre qui pourrait être classée dans, on va dire, la grande famille des valeurs mobilières, c'est ce qu'on va appeler les actifs numériques qui vont regrouper notamment les NFT mais aussi les crypto-monnaies qu'encore une fois avec un broker en ligne vous pouvez tout à fait acheter, stocker, trader, revendre, etc. Et enfin deuxième catégorie qui est un peu à la croisée des mondes entre de l'immobilier et du mobilier mais qui va rester quand même de la valeur mobilière, ce sont ce qu'on appellera les actifs exotiques dans lesquels on mettra les montres de collection, les œuvres d'art, les voitures de collection, etc. etc. Il en existe plein. Il existe même probablement des catégories que je ne connais pas. J'ai appris récemment par exemple que les chevaux de course était quelque chose qui était vachement échangé et que certains chevaux pouvaient valoir des millions d'euros. Donc voilà, tout ça va rentrer dans la catégorie des actifs exotiques. Et dans nos deux grandes familles, vous savez maintenant exactement dans ce grand supermarché qu'est-ce que vous pouvez acheter pour accumuler des actifs. Maintenant que vous savez ça, passons à la case numéro 4, investir en soi-même. Comme le disait Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs de tous les temps, l'investissement en soi-même est l'investissement le plus rentable. Alors, peu importe la manière dont vous avez envie de le faire, que ce soit en regardant cette vidéo YouTube, avec des formations, avec des lives, avec des coachings, des masterminds, des discussions avec quelqu'un d'intéressant, bref, le plus important pour gagner ce Monopoly et arriver jusqu'à la dernière case, c'est bien dans un premier temps d'investir en vous. Vous êtes l'actif le plus important de votre vie. Il n'y a que vous qui puissiez faire la différence. Parce que retenez une chose, et ça je l'ai compris assez tard, trop tard peut-être, la vérité c'est que tout le monde s'en fout de votre vie. Parfois on a l'impression, vous savez, que la plupart des gens nous regardent, nous jugent, évaluent ce qu'on fait, les résultats qu'on a obtenus, mais la vérité c'est que tout le monde s'en fout de ce que vous faites. Et que vous réussissiez ou pas, tout le monde s'en fout également. Un petit peu moins peut-être quand vous réussissez. Donc c'est à vous et c'est votre responsabilité d'investir en vous, de vous former, de comprendre comment ça marche et de faire le maximum de ce que vous pouvez pour jouer votre meilleure partie. Un des trucs qui me paraît essentiel quand on est dans cette démarche d'apprentissage et de vouloir jouer vraiment à ce grand Monopoly, et si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, probablement que c'est votre cas, c'est de toujours, dans chaque action que vous allez faire dans votre vie, aller chercher le feedback. Le feedback, c'est le retour d'informations que vous allez avoir d'une situation. Par exemple, je me présente à mes partiels, je n'ai pas les résultats que j'aurais aimé obtenir dans telle matière. Eh bien, c'est le fait de se poser la question, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent pour avoir un résultat différent? Et en fait, c'est pareil pour tout. C'est la même chose quand vous allez vous faire quitter par votre nana ou par votre mec. C'est la même chose quand vous arrivez dans une soirée, que vous faites une réflexion à quelqu'un qui le prend mal et que vous commencez à vous disputer. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent pour obtenir un résultat différent? La recherche du feedback, c'est pour moi le truc le plus indispensable quand il s'agit d'investir en soi-même. Et si vous vous intéressez à l'apprentissage, au bout d'un moment, petit à petit, vous allez forcément tomber sur un concept essentiel que j'adore qui s'appelle la productivité, qui est l'idée d'en faire le maximum en un minimum de temps, de rentabiliser votre temps. On parle de rentabilité depuis tout à l'heure, mais c'est également vrai pour tout ce que vous faites dans votre quotidien. Un sujet dont on a déjà parlé sur cette chaîne YouTube, pour lequel je ne peux pas vous faire 50 minutes de vidéo maintenant, mais de manière assez essentielle et succincte, retenez 3 concepts clés. Numéro 1, le cerveau se construit comme un muscle. En fait, quand vous allez à la salle de sport, si vous vous
mettez à faire des pompes tous les jours, au bout d'un moment, nécessairement, vos triceps et vos pectoraux vont commencer à grossir, à gonfler, à prendre de l'endurance, à prendre de la force. Et c'est quelque chose de manière assez mécanique. Votre cerveau, c'est quasiment exactement pareil. Plus vous vous entraînez à sauter à cloche-pied, plus vous allez être fort pour sauter à cloche-pied et plus la partie de votre cerveau qui gère cet équilibre va être musclée. C'est-à-dire elle va être plus correctement innervée, plus correctement vascularisée. Sans rentrer dans des concepts de neurobiologie ultra poussés, dites-vous que votre cerveau évolue en grande partie comme un muscle et que plus vous l'entraînez à faire quelque chose, plus il est bon pour faire ce quelque chose. Métaphoriquement, j'aime bien utiliser l'idée d'une carte routière. Imaginez que la première fois que vous faites quelque chose que vous n'avez jamais fait, c'est un petit peu comme si vous demandiez à votre cerveau de rouler sur une route de campagne qui est mal balisée, il y a des trucs sur les côtés, des nids de poules, des trous. Et au fur et à mesure, si vous insistez, si vous arrivez à passer la difficulté de rouler sur une route de campagne, votre cerveau va le comprendre, il va se muscler et cette route de campagne va devenir une départementale. Elle est mieux balisée, il y a des panneaux de signalisation, il n'y a plus de trous, le goudron a été refait. Et si vous continuez encore de rouler sur cette route départementale, elle va devenir une nationale et de cette nationale une autoroute jusqu'à devenir une 2x4 voies. Et à ce moment-là, on pourra vraiment dire que vous maîtrisez cette partie de votre cerveau. Et c'est ça pour apprendre le piano, c'est ça pour apprendre à investir dans l'immobilier, c'est ça pour apprendre à tourner une vidéo YouTube comme ça sans public face à moi. C'est la même chose. La première fois que j'ai fait une vidéo sur YouTube, j'étais sur une route de campagne et croyez-moi, il y avait énormément de trous. Et puis au fur et à mesure, la route de campagne s'est transformée en départementale, etc., etc., etc. Un concept un petit peu relié à cette route de campagne-là, c'est qu'il est beaucoup plus facile de connecter deux routes ensemble si elles sont proches. Par exemple, à partir du moment où vous avez appris comment investir dans l'immobilier, ce sera plus facile d'apprendre à comment investir sur les marchés financiers. Et l'inverse est également vrai puisque ce sont deux routes dans votre cerveau, deux aires cérébrales que vous avez stimulées qui sont très proches, en tout cas qui sont rapprochées. Et pour reprendre la métaphore de mes routes, une fois que vous avez une autoroute pour investir dans l'immobilier, c'est plus facile de créer un embranchement, une autre autoroute sur investir sur les marchés financiers ou dans les actifs exotiques, peu importe. Mais en résumé, retenez que la clé pour muscler votre cerveau, c'est la répétition. Le plus vous allez rouler sur vos routes départementales, le plus ça deviendra des nationales. Le plus vous allez faire l'effort de rouler sur un petit chemin mal balisé avec des trous qui est très inconfortable. Ça peut être la première fois que vous prenez la parole en public, la première fois que vous faites un examen avec 1000 personnes dans la même pièce. Tout ça, c'est normal que ce soit dur, mais je peux vous garantir que si vous insistez et que si vous passez ces prochaines étapes, au bout d'un moment, votre cerveau transformera cette route de campagne en une départementale puis une autoroute. Deuxième concept essentiel sur la notion de productivité, votre cerveau est performant quand il sait échauffer. C'est un peu comme un sportif de haut niveau en fin de compte, si vous demandez à Usain Bolt de courir un 100 mètres le plus vite possible alors qu'il n'a pas couru depuis 2 jours, dans la grande majorité des cas, c'est soit il fera une mauvaise performance, soit il va se blesser. Votre cerveau, retenez que c'est exactement la même chose. Et la plupart des études aujourd'hui nous montrent que quand on se concentre sur une tâche, notamment quand on met en place ce qu'on va appeler des sessions de deep work, dont vous trouverez les explications très largement sur YouTube, et bien en fait votre cerveau va avoir un temps de préchauffage, un peu comme un moteur diesel qui a besoin de le faire tourner un petit peu avant qu'il soit à pleine capacité, que la température de l'huile soit bonne. Et le temps de préchauffage du cerveau humain se situe en fonction des gens entre 4 minutes et 10 minutes. Parfois même un petit peu plus que ça en fonction des sources scientifiques sur lesquelles vous allez vous baser. Mais retenez que de commencer à faire une tâche, de travailler dessus pendant 15 minutes, puis ensuite d'entendre votre téléphone vibrer, de prendre votre téléphone et de regarder la notification Snapchat qu'on vous a envoyée, ça c'est une erreur fondamentale qui va détruire votre capacité de concentration, votre capacité de focus, puisqu'à chaque fois vous allez devoir repasser par la case de préchauffage. Imaginez que c'est rouler avec une voiture, s'arrêter, couper le moteur pendant quelques minutes, puis ensuite redémarrer. Faites le test avec votre voiture, je peux vous garantir qu'elle ne va pas aimer. Votre cerveau, c'est la même chose. Troisième concept sur la productivité, les moments où vous ne travaillez pas sont peut-être et de loin les plus importants. C'est les basiques, mais sport, alimentation, sommeil, relations sociales, amour sont des départements sur lesquels vous devez absolument prêter attention, vous devez en prendre soin, vous devez les travailler puisqu'ils vont avoir un impact indiscutable sur votre capacité de focus, sur votre productivité, sur votre niveau de bonheur et tout ça va influencer à quel point vous allez avancer vite
vite dans ce grand Monopoly. Maintenant que vous savez ça, passons à la case numéro 5, choisir sa matière. Comme vous l'avez compris, on ne peut pas être bon partout. Parce que créer une route de campagne, puis une départementale, puis une autoroute, c'est bien, ça demande du temps, du travail. Mais si on essaye de faire ça dans deux départements de vie qui sont complètement opposés, en fait c'est super dur. Ça demande un effort à votre cerveau qui est beaucoup plus important et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans notre société, on a tendance à se spécialiser, voire même se surspécialiser dans un domaine plutôt qu'être d'être moyen partout. Et en fait, si on réfléchit d'un point de vue économique, c'est super important d'être très bon dans un domaine et de ne pas être moyen partout. Parce que la loi de l'offre et de la demande va faire que ceux qui vont vraiment réussir plus que les autres, c'est ceux qui sont, on va dire, en haut du panier, les 25% les meilleurs dans une discipline. Et il n'y a en réalité que eux qui peuvent véritablement gagner au Monopoly de la vie. Alors souvent, on peut avoir l'envie, et c'est très souvent mon cas, de faire un peu d'immobilier, un peu de ci, un peu de ça, un peu de ci. Et on peut le faire, mais dans une certaine mesure, avec une certaine limite. Et je sais de quoi je parle parce qu'en fait, on ne peut pas être excellent partout. On peut être bon dans plein de domaines différents, mais retenez que ce sont les gens excellents qui ont vraiment de grandes capacités à gagner ce Monopoly, à faire des choses extraordinaires. Et pour ça, on est obligé de prioriser et de sectoriser ce qu'on fait au quotidien. Alors, j'ai un contre-exemple en tête d'une personne que je connais, qui en l'occurrence est médecin, qui travaille aux urgences et qui est plutôt bon dans ce qu'il fait, dans son métier au quotidien, mais qui a plein d'autres passions, et notamment le bricolage. Il aime faire des travaux, poser du placo, faire un peu d'électricité, un peu de plomberie. Et en fait, on peut vraiment dire que c'est la définition du touche-à-tout. Il aime faire un peu de tout et tout le temps, il aime picorer à droite à gauche. Et c'est une possibilité, vous pouvez faire ça dans votre vie, mais c'est en tout cas pas comme ça que vous gagnerez le Monopoly que je suis en train de vous présenter, parce que clairement cette personne, ce sera jamais un excellent médecin urgentiste, ce sera jamais un excellent électricien, ce sera jamais un excellent plombier. Et même si c'est un peu contraire à ce qu'il a envie de faire, si un jour il regarde cette vidéo et qu'un jour il a envie de vraiment jouer au Monopoly, il faudra qu'il apprenne à prioriser, à choisir vers où il veut aller, parce que c'est essentiel pour pouvoir faire partie du top 25%. Case numéro 6, se mettre à l'abri avec une épargne de précaution. En fait, on ne peut pas passer aux cases d'après sans être passé par cette case numéro 6. Et je peux vous dire que j'ai en tête un exemple très proche de moi qui n'a aucune épargne de précaution et qui essaye tant bien que mal de passer aux cases d'après du Monopoly. Et en fait, ça marche pas. Alors je pourrais vous faire une vidéo complète sur toutes les erreurs à ne pas faire dans ce Monopoly. C'est pas l'optique de cette vidéo, mais retenez quand même que cette case numéro 6, elle est importante. Se créer une épargne de précaution, ça veut dire calculer tous les mois de combien au minimum vous avez besoin pour vivre, ce qui va payer votre toit, votre nourriture, l'école de vos enfants s'il y a des frais, vos éventuels problèmes de santé, vos frais médicaux, un peu vos charges fixes en fin de compte. Et l'épargne de précaution va être là pour garantir que pendant 3 à 6 mois, même s'il n'y a aucun argent qui rentre, ça ne change pas votre quotidien. Ça permet de se donner du lest, ça permet de se donner de la marge de manœuvre au cas où un imprévu arrive. Parce que oui, quand on joue au Monopoly, on prend des risques et parfois on perd. On perd pas sur la durée, sauf si on refuse de se relever et qu'on décide d'abandonner complètement le jeu. Mais dans la grande majorité des cas, on perd pour gagner, puis on repère pour regagner, etc. etc. D'où l'intérêt de ne pas être victime de cet élastique financier et d'avoir cette épargne de précaution qui va vous permettre de faire un vrai matelas de sécurité dans votre quotidien. À titre personnel, je vous conseillerais d'avoir 6 mois d'avance sur vos dépenses fixes. C'est-à-dire que si par exemple tous les mois vous dépensez 2500 € pour votre train-train quotidien, et bien d'avoir sur un compte à part auquel vous ne touchez pas sauf cas d'extrême urgence, un compte avec 6 fois 2500 € de réserve. Ça fera un petit pactole de 15 000 € qui vous permettront de faire face à n'importe quelle difficulté au moment où vous en aurez besoin. Ça vous permet non seulement d'avoir une sorte de clarté d'esprit, une sécurité mentale, mais aussi d'avoir une aversion au risque qui est un petit peu plus orientée du côté du risque. Parce que oui, pour gagner au Monopoly, vous allez le voir, il faudra prendre des risques, même s'il ne faut pas qu'ils soient inconsidérés. Et c'est beaucoup plus facile de sauter d'un avion quand on a un parachute. Case numéro 7, encaisser son premier revenu passif. Ma première opération immobilière, il y a de ça 7, 8 ans maintenant, c'était un immeuble de rapport, 3 appartements, un T2, un T3, un T4, aux alentours de 200 000 €. Évidemment, quand on l'a jamais fait, on est un peu stressé. On ne sait pas comment ça va se passer, est-ce qu'on va gagner, pas gagner. Et même si j'avais fait plusieurs formations sur internet, regardé des centaines de vidéos YouTube, la première fois qu'on le fait, on est encore une fois sur notre route de campagne, il y a des trous, il y a des nids de poules et c'est un peu dur. En revanche, un truc dont je me souviendrai toute ma vie, c'est que le premier jour où j'ai ouvert le compte bancaire de la SCI qui m'avait permis d'acheter et que j'ai vu qu'après avoir payé
mon emprunt, mes charges, mis de côté pour la taxe foncière, il me restait plus de 300 € de cash flow positif, c'est-à-dire 300 € qui tombent directement dans ma poche. J'ai déjà remboursé le capital, payé les intérêts de la banque, etc. Et ça sans avoir travaillé une seule minute dans le mois. Eh bien, dites-vous que c'est comme si un câble électrique s'était branché dans mon cerveau et c'est vraiment ce qui a été le point de départ de tout le reste. Parce qu'en fait, je me suis dit que ces 300 €, si j'arrive à le faire 10 fois, bah c'est 3000 € qui tombent en automatique. Et en plus, le jour où l'immeuble sera payé, ce sera beaucoup plus que ça. Et c'est pour ça que encaisser son premier revenu passif, c'est quelque chose qui arrive au début du Monopoly. Vous voyez, on n'est qu'à la case numéro 7 sur 22, sans parler des cases change, jackpot, etc. Parce qu'en fait, pour moi, et vraiment dans cette optique d'accumuler des actifs, il faut que cette sensation que j'ai vécue, vous la viviez le plus tôt possible. Ça va vraiment transformer quelque chose dans votre cerveau et c'est cette sensation-là dont vous aurez besoin pour continuer d'avancer dans la suite du jeu et aussi pour prendre confiance qu'en fait, le temps est vraiment quelque chose d'important. Dans notre formule P égale RE fois R fois T, le T c'est vraiment quelque chose d'important et il faut commencer à mettre en place vos premiers investissements le plus vite possible. En fait, si on calcule mathématiquement la différence entre deux profils, c'est fondamentalement différent en termes de résultats. Pour ça, rien de plus simple, on va se rendre sur un calculateur et on va faire le calcul. Admettons, et vous avez mon écran qui s'affiche juste à côté, que vous mettiez un investissement initial, allez, je dis n'importe quoi, de 300 €, que vous versez tous les mois 300 € sur votre compte d'investissement, que vous placez tout ça à un taux d'intérêt de 10% et que vous avez comme objectif commun entre les deux profils qu'on va voir de prendre votre retraite à 60 ans. Admettons qu'ici, vous commencez à 35 ans à investir ces 300 € tous les mois, ce qui veut dire que cela va durer pendant 25 ans. On est d'accord jusque-là. Eh bien, ce calculateur d'intérêt composé nous dit qu'après 25 ans, vous aurez un capital de 376 128,29 €. Donc 90 000 € seront le fruit des versements réguliers que vous avez effectués et les intérêts composés que vous aurez générés vous rapporteront 285 898 €. C'est déjà une très belle somme, vous allez me dire, mais maintenant, posons-nous la question, si au lieu de commencer à 35 ans, vous avez commencé à 30 ans. Vous allez me dire, Tim, à l'échelle d'une vie, 5 ans, c'est rien. Mais voyons si à l'échelle d'un investissement, c'est beaucoup. Si au lieu de 25, je mets 30 ans, que je clique sur calculer, vous allez voir que la différence, elle est énorme puisqu'on est bien passé de 380 000 € et des bananes à 629 022 €. Ce qui veut dire que les 50 différences qui vous paraissaient rien sur l'échelle d'une vie, et c'était vrai, à l'échelle d'un investissement, bah, ça représente un multiple de 2. Vous avez doublé votre mise en commençant 5 ans plus tôt, arrivé à 60 ans. Vous aurez placé 108 000 € de versement régulier avec vos 300 € par mois et vous aurez généré un demi-million d'euros d'intérêts composés. Donc si clairement on peut le dire, la différence elle est absolument folle et c'est pour ça que c'est essentiel de brancher cette prise dont je vous parle depuis tout à l'heure le plus tôt possible. Alors à titre personnel, j'ai commencé par l'immobilier comme vous l'avez compris maintenant, mais vous pouvez commencer par n'importe quelle catégorie d'actifs, ça revient au même. Le but du jeu c'est de commencer à pédaler dans ce Monopoly. Alors maintenant dans cette première ligne, ce premier thème de couleur qui était le jaune, vous avez vu qu'au milieu de la ligne il y avait une carte qu'on n'a pas explorée, dont on n'a pas parlé, qui était une carte chance. Cette carte chance, c'est celle que vous pourrez tirer si vous arrivez à trouver à cette étape-là du jeu ce qu'on appellera un mentor. Et ici, je ne parle pas de trouver un mentor sur YouTube, je parle de trouver un mentor physique. Une personne qui a déjà fait ce que vous voulez faire, qui est déjà passé par les cases du Monopoly, avec laquelle vous allez matcher. Il y a une sorte de notion un peu énergétique et spirituelle dans tout ça et qui va vous accompagner au fur et à mesure de votre parcours. Et ça parce que je suis persuadé que la clé du succès dans la vie, c'est bien évidemment d'apprendre de ses erreurs, mais aussi et surtout d'apprendre des erreurs des autres. Et quoi de mieux pour faire ça que d'avoir un mentor qui va vous accompagner au quotidien, qui a déjà fait ce que vous souhaitez faire. C'est la plus belle carte chance que vous pouvez trouver dans cette première ligne. À la fin de celle-ci, vous serez arrivé au parc de la phase 1. Certaines personnes décident de s'arrêter à cette étape-là et d'autres décident de descendre vers la région du violet, avec notamment la case numéro 8 qui est de choisir sa boîte à cash. Ici, quand je parle de choisir sa boîte à cash, je parle de choisir non pas la montagne que vous allez gravir, mais le chemin que vous allez emprunter. Et si on doit résumer, il y a 3 possibilités qui s'offrent à vous à partir de maintenant. Vous avez compris que le but du jeu, c'était P égale RE fois R fois grand T. Il faut donc que j'achète des actifs, que j'arrive à les placer
pour créer mon patrimoine et c'est ce patrimoine-là qui va me permettre de générer de la richesse. Cette même richesse que je pourrais, on le verra à la fin du Monopoly, peut-être transmettre à mes enfants. Mais donc, revenu épargné, ce qui rentre et ce qui sort, ça serait pas mal qu'on en fasse rentrer le plus possible. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a ici, sur ce Monopoly, 3 possibilités qui s'offrent à vous. La première, c'est d'avoir une activité de salarié, c'est-à-dire que vous allez vendre votre temps contre de l'argent. C'est le modèle le plus simple, j'ai envie de dire, qui ne s'adresse pas à tout le monde et qui comporte des avantages et des inconvénients. Commençons par les avantages. Premier avantage, la responsabilité que vous aurez, elle est limitée. Vous êtes payé à l'heure, c'est-à-dire que vous travaillez de 9h à 18h. À partir du moment où ce n'est plus 18h, en tant que salarié, eh bien disons, votre responsabilité sera assez limitée. Normalement, vous ne recevrez pas de coup de fil le soir ni le matin. Quand vous êtes parti du travail, vous êtes parti du travail. Vous n'y êtes plus, vous ne facturez plus votre temps, donc vous n'avez plus cette responsabilité un petit peu permanente sur les épaules, comme pourraient l'avoir les 2 autres modes d'exercice, les 2 autres formats de boîte à cash. Deuxième avantage du modèle de salarié, c'est la récurrence des revenus. Quand on est salarié, on est quasi assuré que tous les mois, on touche le même salaire. Et ça a un vrai intérêt en termes de scoring bancaire pour faire de l'immobilier, bien sûr, mais ça a aussi un vrai intérêt en termes de stabilité pour vous, en termes de confort, en termes de gestion de son épargne, savoir tout ce qu'on peut mettre de côté tous les mois, investir sur les marchés financiers. Et enfin, troisième avantage, vient un petit peu de vous teaser, c'est le fait qu'un salarié a par définition un bon scoring bancaire. Surtout si vous souhaitez faire de l'immobilier à effet de levier, ce sera une notion essentielle que vous retrouverez dans la masterclass en description de cette vidéo. Maintenant, les inconvénients du système salarié, j'en vois 3 principaux. Le premier, c'est le cap du temps facturable. En fait, on a tous 24 heures par jour et si vous facturez votre temps, par définition, ça veut dire que vous ne pouvez pas facturer plus de 24 heures par jour, moins vos heures de sommeil, moins votre temps familial. C'est tout simplement impossible, ça ne fonctionne pas et c'est ce qui fait que de scaler une activité de salarié, c'est super dur. En fait, c'est même impossible. Deuxième inconvénient, le cadre d'exercice qui peut être rigide. Quand on est salarié, on peut pas forcément travailler de 6h à midi plutôt que de faire du 10h à 16h, tout simplement parce qu'il y a des horaires, des heures de présence, des réunions obligatoires. Et ce n'est pas vous qui avez le leadership. Vous facturez votre temps à un patron ou à un employeur, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, c'est lui qui va driver les choses. Vous n'êtes pas maître de votre emploi du temps. Enfin, troisième inconvénient, pour moi quand même assez handicapant d'une activité de salarié, c'est que pour gravir les échelons, ça prend du temps. On ne peut pas, même si vous êtes meilleur que tous vos collègues, devenir responsable comme ça du jour au lendemain, même si ça a tendance à changer, que certaines boîtes voient les choses différemment. Dans la grande majorité des cas, il y a une notion d'ancienneté, il y a une notion d'expérience qui rentre en compte dans tout ça. Et dans la quasi-totalité des systèmes salariales que vous pourrez trouver, votre salaire, il sera fortement indexé sur votre taux d'ancienneté dans la boîte. Plus vous êtes vieux, plus vous gagnez, même si vous êtes moins compétent. Si vous choisissez cette voie de salarié, vous traverserez 2 principales cases qu'il faut absolument que vous connaissiez, la 10 et la 11, à savoir trouver une entreprise qui permette votre croissance. Et ça, c'est de plus en plus difficile parce que l'objectif va être de trouver un employeur qui comprenne que vous avez envie d'évoluer, que vous avez envie de progresser et que vous êtes un vrai joueur de Monopoly. Et ensuite, case numéro 11, augmenter vos compétences pour augmenter votre salaire. À partir du moment où vous êtes salarié dans une boîte, c'est soit vous attendez pour, grâce à l'ancienneté, augmenter votre rémunération, soit vous augmentez votre volume de compétences, votre quantité de compétences et les choses que vous pouvez faire pour légitimement demander une augmentation de salaire et donc augmenter ce que vous gagnez, ce qui vous permettra d'augmenter potentiellement vos revenus épargnés. Ici, 2 petites subtilités que vous retrouverez sur le schéma. Quand il s'agit de trouver une entreprise permettant sa croissance, l'un des leviers que je vous suggère en tout cas de suivre, c'est d'avoir une entreprise qui ouvre son pôle actionnarial à ses employés. Le capital, c'est la clé de l'enrichissement, vous l'avez compris jusqu'à maintenant, c'est ce qui va nous permettre d'acheter des actifs. Et si en travaillant dans une entreprise, vous pouvez travailler en partie pour vous, parce que vous êtes vous propriétaire des titres de l'entreprise, eh bien c'est le top du top. Et si un jour l'entreprise se vendra avec un exit, eh bien vous encaisserez un chèque largement supérieur à celui d'une rupture conventionnelle, d'une fin de poste, quelle qu'elle soit. Alors bien sûr, parfois, des gens qui n'arrivent pas à trouver l'entreprise qui permette leur croissance basculent sur le deuxième modèle auquel vous avez accès, qui est celui du soloprenariat ou de la profession libérale. Ici, l'idée va être de vendre un produit ou un service avec une chaîne de valeur assez courte, voire même
un seul élément dans cette chaîne de valeur. La définition même du solopreneur ou de la profession libérale par rapport à un entrepreneur, c'est qu'il peut délivrer son produit ou la valeur sans aucun intermédiaire. Par exemple, je suis médecin, je peux soigner des gens, je n'ai besoin de personne pour le faire. À l'inverse, je suis entrepreneur, j'ai une usine de fabrication de menuiseries. En fait, je peux pas fabriquer des menuiseries toute seule et je peux pas les fabriquer, plus les vendre, plus les expédier. Donc, j'ai une chaîne de valeur beaucoup plus longue pour arriver à faire tourner mon entreprise. C'est la différence fondamentale entre le soloprenariat et l'entrepreneuriat. 3 avantages essentiels du soloprenariat, c'est des avantages que je prêche, puisqu'ici, je prêche pour ma paroisse, bien évidemment. Premièrement, une grande indépendance en termes de planning, d'organisation, de gestion de vos flux. Deuxièmement, une grande diversité d'exercices. En fait, quand on est solopreneur, on peut faire plein de choses. On peut être médecin, on peut être architecte, on peut être comptable, on peut être avocat, on peut être prestataire de services, on peut avoir des prestations de conseil. Bref, on peut faire plein de choses. Maintenant, il y a aussi évidemment des inconvénients à ce modèle. Numéro 1, une très grande responsabilité puisque comme la chaîne de valeur est très courte, tout repose sur vous. Numéro 2, une nécessité de polyvalence. Vous allez devoir switcher entre du produit, du marketing, de la comptabilité, de la finance et donc il faut être un peu bon partout dans tous ces domaines. Et enfin, numéro 3, une scalabilité et un exit qui est limité quand on est une profession libérale, que ce soit un toubib, un avocat, etc. Alors certes, on peut revendre son portefeuille, mais grosso modo, si vous n'êtes plus là, il n'y a plus rien qui tourne. Donc, on peut non seulement pas déléguer facilement les choses, mais en plus de ça, en termes de scalabilité, une fois que vous êtes au taquet du taquet et que vous ne pouvez plus augmenter votre taux horaire si vous êtes une société de service, le prix du produit si vous vendez un produit et la quantité que vous arrivez à produire tout seul, vous serez peut-être obligé de basculer sur le modèle de l'entrepreneuriat. L'entrepreneur, c'est le 3e modèle et c'est pour ça que je vous ai mis une différence et une flèche entre les 2 cases numéro 10 de ces 2 modèles. Le solopreneur, vous passerez par les cases numéro 10 qui est d'atteindre son point d'équilibre, c'est-à-dire le niveau à partir duquel vous êtes capable de vivre, d'assurer vos charges courantes sans gagner de l'argent, et la case numéro 11 qui est de s'approcher de son taux horaire maximal. Parfois, vous verrez que si vous n'arrivez pas à s'approcher de ce taux horaire-là, vous basculerez peut-être sur le modèle de l'entrepreneuriat, qui est le 3e modèle auquel vous avez accès, la 3e cash machine, j'ai envie de dire, le 3e chemin pour aller au sommet de la montagne, qui consiste ici à vendre un produit ou un service avec une chaîne de valeur relativement longue, avec des intermédiaires qui sont indispensables, comme on l'a vu l'exemple juste avant, la boîte de menuiserie. Ici, vous allez passer par les cases de scaler son entreprise, c'est-à-dire de la développer de manière exponentielle. Puis ensuite, case numéro 11, d'arriver à en déléguer la majeure partie, puisque l'objectif ici n'est pas d'avoir un travail, c'est pas la finalité du jeu, mais c'est bien d'accumuler des actifs. L'entreprise peut en être un, à la condition sine qua non que vous ne soyez pas indispensable à son fonctionnement. Et si vous n'arrivez pas à faire ça, si vous n'arrivez pas à franchir cette case numéro 11 qui est de déléguer à 90% l'opérationnel, eh bien vous finirez dans la case juste en dessous que j'ai nommée prison. Vous deviendrez esclave de votre propre entreprise, salarié de votre propre entreprise et c'est une des erreurs à ne pas commettre dans ce grand Monopoly. En parallèle de ça, évidemment, la grande flèche violette que vous verrez sur votre droite, c'est celle qui est là pour vous rappeler que le but c'est de faire grossir votre patrimoine, c'est-à-dire la quantité d'actifs que vous allez réussir à accumuler grâce à la distinction entre vos revenus, vos dépenses, vos revenus épargnés. Je ne vous fais pas l'affront de refaire encore une fois cette formule. Dans tous les cas, peu importe le modèle que vous allez choisir, le salariat, le soloprenariat ou l'entrepreneuriat, vous allez ensuite devoir repasser par une case commune qui est la case numéro 12, se réaliser professionnellement. C'est probablement la case la plus dure à franchir dans le Monopoly. En fait, pour vous donner un exemple concret, j'ai eu la chance, il y a ça quelques années maintenant, de rencontrer un gars qui s'appelait Damien, qui a commencé à travailler dans une station de ski en tant que pisteur. Voilà, il n'avait pas forcément de grande ambition au départ, d'après ce qu'il dit, et puis petit à petit, il a réussi à accumuler pas mal de capital, suffisamment pour acheter un magasin d'équipement de ski. Vous savez, les fameux sports 2000 qu'on trouve dans toutes les stations de ski. Il en a acheté un, puis il en a acheté 2, puis il en a acheté 3. Et on va dire qu'en l'espace d'une dizaine d'années, c'est devenu une très belle réussite professionnelle. Là-dessus, il n'y a aucun doute, d'autant plus qu'il a réussi à trouver une femme exceptionnelle, qu'il a eu des enfants, une très belle réussite personnelle également. Et en fait, le jour où je rencontre Damien, il est déjà dans cette situation-là et il m'explique qu'il estime ne pas avoir réussi professionnellement. Alors,
Ça m'intrigue parce que moi je trouve que sa réussite elle est absolument démesurée, qu'elle est incroyable. En plus derrière il m'a expliqué qu'il avait acheté des chalets, qu'il avait fait construire des chalets, qu'il les avait revendus, enfin bref un truc super cool. Mais Damien il m'avoue que son rêve à lui professionnellement, ce qu'il avait toujours voulu faire dès le départ, c'était d'être guide de haute montagne et de faire les principaux sommets à travers le monde. Et ça effectivement il l'a pas fait. C'est pas le chemin qu'il a emprunté. Et en fait, au moment où je le rencontre, il a 64 ans, la majeure partie de sa vie est derrière lui, et il m'explique qu'il ne sait pas réaliser professionnellement. En fait, se réaliser professionnellement, c'est une sorte de balance, un mix assez homogène entre ce qu'il faut faire pour avancer dans le Monopoly, mais aussi ce que vous aimez faire. Et c'est un mélange qui est indispensable en fin de compte, puisque si vous n'arrivez pas à franchir cette case-là, vous ne pourrez pas passer aux cases d'après du jeu et se réaliser professionnellement et encore une fois un doux mélange de chiffres et de passion. Suite à ça, si vous n'avez pas fini en prison, vous pourrez passer à la case numéro 13, qui est celle de rendre équivalent ses revenus actifs et ses revenus passifs. Et tout ça, bien évidemment, dans un horizon de temps qui soit durable. Le but du jeu va être de pouvoir prédire que durant les années, les mois à venir, vous allez pouvoir véritablement compter sur vos revenus passifs et ne pas avoir besoin de vos revenus actifs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez franchi cette case, que vous décidiez de travailler ou de ne pas travailler, dans les faits, ça ne change pas votre quotidien, ça ne change pas les vacances que vous allez effectuer avec vos enfants, ça ne change pas la voiture dans laquelle vous allez rouler, puisque vous gagnez autant grâce à vos investissements en accumulant l'appréciation, le cash flow, etc. Bien évidemment, toutes les optiques de votre investissement que ce que vous arrivez à générer avec vos revenus actifs, c'est-à-dire en travaillant. Et à partir de ce moment-là, en général, vous pourrez lever le pied et vous passerez bien évidemment par la case numéro 14 qui est de réaliser ses rêves personnels. C'est peut-être la partie du Monopoly qui est la plus intime, qui est la plus personnelle, qui est celle avec laquelle on aura le plus de différence parce qu'en fait, réaliser ses rêves personnels pour Pierre-Paul Jacques, c'est pas forcément la même chose. Peut-être que vous rêvez d'acheter une villa sur la Côte d'Azur, un chalet à la montagne, de faire le tour du monde dans un van, de faire de la course automobile sur circuit. J'en sais rien de ce qui vous fait rêver, mais en général, c'est à cette case-là que vous réaliserez ces rêves personnel. Et l'un des principaux pièges, encore une fois, je vous ferai une vidéo sur les pièges si celle-ci vous a plu, c'est de vouloir commencer cette case 14 avant d'avoir franchi la case numéro 13, qui est de rendre équivalent ses revenus actifs et passifs. Alors à ce moment-là, en franchissant la case 14, vous allez arriver dans le parc gratuit. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ont fait toutes les étapes du Monopoly, qui sont arrivées à cette case 14, qui vont s'arrêter dans ce parc gratuit et qui vont tourner en boucle, qui vont faire, qui vont dépenser dans des vacances, dans des logements, des voitures de sport, des montres, des vêtements, tout un tas de trucs luxuriants qui faisaient partie un peu de leurs rêves et de leurs aspirations personnelles. Mais parfois, il y en a certains qui n'arrivent pas à entamer la ligne suivante, à passer vers les cases bleues, qui est la case numéro 15. Et quand ils n'arrivent pas à le faire, dans la grande majorité des cas, j'ai pas les pourcentages en tête, mais c'est quelque chose que je vis au quotidien dans toutes mes consultations, eh bien ils tombent en dépression. Parce qu'en fait, la vie n'a que peu de sens quand elle n'est pas partagée et accomplir ses rêves personnels, c'est bien, mais avoir une mission de vie, un objectif, un cap qui vous nourrissent vous, mais également les personnes qui vous entourent, c'est mieux. Raison pour laquelle certains d'entre vous arriveront à passer à la case numéro 15 qui est de faire le bilan de sa vie et de définir un nouvel objectif. En général, à partir du moment où vous avez fait tous les rêves personnels que vous aviez, eh ben, il y a une sorte de remise en question. Alors, on peut appeler ça la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, peu importe le mythe de société qui vous parle le plus, mais en tout cas, à cette étape-là, l'idée va être de regarder derrière ce que vous avez déjà accompli, puis ensuite de regarder devant en vous disant, voilà, je suis arrivé à la moitié de ma vie, qu'est-ce que je veux faire pour les années qu'il me reste? Et alors, à ce moment-là, en général d'expérience, les gens choisissent entre 3 voies différentes. Encore une fois, un triptyque qu'ils empruntent à partir de cette case numéro 15. Première voie possible à la suite de cette case numéro 15, une fois que vous avez fait un peu le bilan de votre vie, de ce que vous avez accompli, c'est de repartir sur un nouveau projet personnel. C'est celui qui est le plus bas sur notre schéma, qui va être en fait métaphoriquement de continuer à pêcher, mais pêcher dans une autre rivière. Ça peut être de monter un club de vacances, ça peut être de devenir, comme mon exemple précédent, guide de haute montagne, parce que vous avez toujours rêvé de ça. Vous n'avez plus la pression du chiffre, vous n'avez plus la pression financière de gagner de l'argent sur vous, et cette
une des voies que vous pouvez emprunter après avoir franchi la case numéro 15. Maintenant, d'autres personnes, une bonne partie en fin de compte, s'orientent vers un projet pédagogique qui va être d'apprendre aux gens à pêcher. Je pense par exemple à Éric Larchevêque qui a acheté un domaine après être devenu milliardaire pour pouvoir faire venir des entrepreneurs et les guider vers la voie pour développer leur propre projet. C'est un peu l'archétype de cette case numéro 16 en version pédagogique. Et enfin, il y a certaines personnes, une bonne partie également, qui empruntent un projet altruiste qui va être de pêcher pour les autres et de donner du poisson aux autres, à ceux en tout cas qui ne peuvent pas pêcher. Je pense typiquement à Bill Gates qui a décidé, après avoir absolument tout réussi, après être passé par la case numéro 13, être passé par la case numéro 14, la numéro 15, de consacrer la totalité de sa fortune, de son énergie et de sa vie à des projets tels que la lutte contre la poliomyélite, tels que les toilettes recyclables, tels que des projets écologiques. Et tout ça, c'est vraiment dans une voie d'altruisme qui va, en évoluant, nous orienter en général vers une fondation ou une association pour ce qui est du projet altruiste, vers une école pour ce qui est de la personne qui empruntera un chemin pédagogique, d'apprendre et de transmettre aux autres, ou vers une nouvelle entreprise, une nouvelle discipline sportive, un nouveau challenge pour la personne qui empruntera un projet personnel. Alors, la somme de ce deuxième parcours, de toutes ces cases bleues par lesquelles vous allez passer, va vous amener inéluctablement, si vous y arrivez, vers la case numéro 18, qui est l'accomplissement personnel, puisque en fait, oui, sur notre schéma, toute la partie violet qu'on a déjà passée ensemble nous a permis de se réaliser professionnellement, mais c'est bien la ligne bleue qui va nous permettre de se réaliser personnellement, et c'est pour ça que c'est la fin de ce triptyque, de ces trois types de projets que vous allez pouvoir choisir, et bien évidemment, vous pouvez en faire plusieurs en même temps. À partir du moment où vous êtes réalisé personnellement, où vous avez fait ce que vous souhaitiez faire, où vous regardez derrière votre vie et vous êtes capable de prendre votre main et de vous dites « Ok mon gars, good job, bon travail », eh bien vous serez dans un état d'apaisement qui est absolument indescriptible. Je pourrais d'ailleurs même pas vous le décrire puisque je ne suis pas encore à cette case-là du Monopoly. Mais pour voir assez quotidiennement en fin de compte des gens qui sont dans cette case-là, ils sont apaisés, ils sont en paix avec eux-mêmes et ils sont bien. Tout simplement. À partir de cette case 18, vous avez deux choix qui vont s'ouvrir à vous. Le premier, c'est d'aller dans le parking gratuit longue durée. Celui qui va vous permettre de profiter jusqu'à la fin de votre vie et de continuer à vieillir tranquillement en étant satisfait du chemin que vous avez accompli. C'est une des fins possibles pour le Monopoly. Maintenant, certains d'entre vous vont se rendre compte, arriver à cette étape-là, en arrivant vers la case 19, et je vous ai mis une petite explosion parce que parfois ça peut être brutal, avec la première vision de la mort. Ça peut être brutal parce que ça peut être un problème de santé, un pépin, un accident. Ou parfois, ça peut être tout simplement une rencontre, le fait de discuter avec quelqu'un. Mais cette première vision de la mort, parfois, chez une partie des gens qui ont joué à ce Monopoly, va vous faire prendre conscience que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant ne va pas suffire pour vous accomplir personnellement, ou en tout cas pas totalement. Et donc que vous allez avoir besoin de transmettre les rênes à un descendant. Alors je parle volontairement d'un descendant parce que c'est pas forcément l'un de vos enfants, ça peut être un collaborateur à qui vous allez vendre votre entreprise, une assistante à qui vous allez redonner les rênes de votre fondation. Il y a plein de modèles qui existent pour cette case numéro 19, mais c'est cette vision de la mort là, et ça peut vous paraître un peu bizarre de parler de ça dans cette vidéo YouTube, mais vraiment d'expérience, croyez-moi, c'est le déclenchement qui va débuter le projet de transmission de votre mission, non seulement votre entreprise, mais aussi vos valeurs et le message que vous souhaitez laisser. Le fait tout simplement qu'il faille passer le relais à quelqu'un qui puisse poursuivre ce que vous avez commencé. Vous allez donc arriver mécaniquement vers la case numéro 20 que j'ai appelé le nettoyage de printemps, parce qu'en fait, tout n'est pas transmissible et parfois pour transmettre son entreprise, sa fondation, son association ou les valeurs qu'on défend, eh bien il y a un petit coup de nettoyage à faire, un petit coup de remodelage, on va dire, dans un objectif assez général de dépersonnalisation. Pour transmettre quelque chose, il faut qu'il soit de manière assez limitée relié à vous-même, puisque vous ne pouvez pas vous transmettre vous-même. Vous pouvez ne transmettre que le message ou les valeurs que vous véhiculez. Et c'est là où on en revient un petit peu à notre histoire de Monopoly, de croissance patrimoniale, d'accumuler des actifs, parce que transmettre une entreprise, on ne va pas se mentir, c'est super dur. Transmettre des valeurs, c'est déjà un petit peu plus simple, mais en tout cas transmettre
des actifs en adéquation avec vos valeurs. Je pense pourquoi pas à des locaux que vous mettez au service d'associations, à les titres d'une entreprise qui fabrique un vaccin pour la poliomyélite, pour reprendre encore une fois le même exemple. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent être dépersonnalisées et parfois il est possible que vous ayez des actifs qui, à cette étape-là, nettoyage de printemps, j'aurais pu aussi appeler cette case-là arbitrage patrimonial, vous soyez obligé de vous débarrasser puisqu'ils ne sont pas en adéquation avec ce que vous voulez faire et surtout, ils ne peuvent pas se transmettre de manière efficace dans la ligne directrice que vous avez choisie. Par la suite, vous pourrez passer à la case numéro 21 qui est de trouver son prolongement, la personne qui va continuer l'aventure que vous avez entamée dans votre vie, une sorte de continuité en fait par rapport à tout ce que vous avez fait. Et encore une fois, naturellement, on pensera à ses enfants qui sont ses descendants directs, mais ça peut être aussi un neveu, une nièce, ça peut être un ami, ça peut être le fils ou la fille d'un ami également. Il n'y a pas de règle par rapport à ça. Néanmoins, c'est une case complexe et j'aurais quelques conseils à vous donner pour avoir discuté avec énormément de personnes qui ont réussi à franchir cette case. Numéro 1, ne cherchez pas votre copie conforme. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas trouver quelqu'un qui est la représentation parfaite de ce que vous êtes. Et si vous décidez de chercher ça, que ce soit consciemment ou bien souvent inconsciemment, en fait, vous ne trouverez jamais et vous n'arriverez pas à finir la partie. Deuxième conseil, laissez de la flexibilité. Transmettre un ensemble de valeurs, une entreprise, une fondation, une association qui a été créée selon votre modèle, votre moule et vos aspirations, il faut qu'elle puisse être modelée dans la patte, dans la vision, dans la direction de la personne qui sera votre successeur. Pour ça, laissez un cadre assez flexible, donnez de la flexibilité, sachez laisser du lest sur les choses que vous étiez définies, parce que même si vous avez donné un paquet de valeurs à la personne, un dogme que vous lui avez transmis, eh bien elle va se l'approprier et peut-être que les contours que vous aviez tracés, elle va les dépasser un petit peu ou les raboter un petit peu et il faut que vous acceptiez ça. Sinon, vous ne pourrez jamais transmettre. Troisième conseil, apprenez-lui à pêcher et donnez-lui un petit peu de poisson de départ. C'est là tout le but du jeu, de ne pas avoir à refaire ce qui a déjà été fait. Vous savez, j'ai déjà entendu des dizaines de fois sur les réseaux sociaux des gens qui vont dire « Ah bah moi, je veux rien laisser à mes enfants parce que moi, c'est dans la galère que j'ai réussi à me sortir les doigts et à faire quelque chose de ma vie. » Ça, c'est vrai, mais ça, c'est quand on ne veut rien transmettre en fin de compte. Le but du jeu d'un travail intergénérationnel, que ce soit avec encore une fois vos enfants ou quelqu'un qui n'est pas de votre famille, c'est qu'il puisse commencer à un niveau du Monopoly plus avancé que là où vous-même vous avez commencé. Sinon, clairement, ça ne sert à rien. Donc, apprenez-lui à pêcher, c'est une certitude, mais donnez-lui aussi les poissons de départ pour pas qu'il n'ait à faire le travail laborieux que vous avez fait et qui, dans les faits, on va pas se mentir, n'ont servi à rien. J'ai une histoire en tête il y a quelques temps en discutant avec le père d'un ami qui fait de la mise en rayon chez Carrefour en ce moment. Et ses parents ont une superbe réussite, ont énormément de patrimoine, etc. Et je discutais avec lui en lui disant, mais en fait, pourquoi est-ce que vous lui donnez pas un petit patrimoine de départ, vous faites pas une notion de donation de partage, de démembrement de la société que vous avez, j'en sais rien. Il y a plein de solutions possibles pour faire de la transmission. Cette personne m'a répondu parce que moi, j'ai fait des petits boulots merdiques pour m'en sortir et c'est ça qui m'a permis de réussir, j'en suis persuadé. Moi, les amis, dans les faits, je suis pas persuadé que de faire de la mise en rayon à Carrefour, ça vous apprenne énormément de choses sur la vie. Alors maintenant, une fois que vous aurez trouvé votre prolongement, vous allez pouvoir passer à la case 22 qui est la transmission opérationnelle de votre projet. Et de cette case 22, vous allez pouvoir en fait retourner via un processus de tuilage de ces fameux descendants, de ces héritiers de votre message vers la case départ du Monopoly et la boucle est bouclée puisque par la suite, c'est bien votre héritier ou votre descendance qui va réemprunter la ligne jaune puis ensuite réemprunter la ligne violette, tout ça menant vers la ligne bleue et elle-même potentiellement vers la ligne orange. Et en fait, arriver à faire le tour de ce Monopoly en entier, c'est ce qu'a réussi à faire la famille Arnault, la famille Mullier, la famille Bolloré et il y en a probablement des centaines voire des milliers d'autres à travers la France qui ont réussi à faire ça. Et ça, c'est vraiment la manière assez commune pour tout le monde de gagner au Monopoly dans la vraie vie. Donc voilà pour cette vidéo qui était un petit peu longue, un long format volontairement, j'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à la revisionner plusieurs fois, à télécharger le Miro qui se trouve dans la description de la vidéo directement pour manier un petit peu ce mind map et vous remettre les différentes étapes en tête. Imprimez-le, affichez-le dans votre chambre, mais c'est vraiment de mon expérience la manière de gagner le Monopoly dans la vraie vie pour un peu tous les objectifs personnels. Vous voyez qu'il y a pas mal de flexibilité dans ce schéma. Encore une fois, si le sujet de l'immobilier vous intéresse, n'hésitez
n'hésitez pas à aller voir la masterclass que j'ai faite directement dans la description de cette vidéo. Et de mon côté, je vous souhaite plein de bonnes choses. Bon courage dans ce grand Monopoly. Je vous dis à bientôt. C'était Tim. Ciao!